C'est Lyon, ça? Non. Non, Paris? nous sommes à C'est Paris, ça. Paris. Nous sommes à Paris. Ouais, la ville lumière. Euh, les humains s'émerveillent des vertus de la fée électricité, mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est un pâle substitut à la majesté de l'invisible. Les énergies magiques qui palpitent, sauvages, les champs chaos qui irriguent la cité, les oasis de Cater qui jaillissent ici et là. Les immortels, les initiés par petites touches, au travers de l'histoire invisible, ont façonné euh, le caractère occulte de certains quartiers, la structure ésotérique d'un immeuble, d'une place, d'une église, d'une fontaine. Donc les 5 champs magiques sont concentrés et sculptés dans une structure à l'infinie complexité. Nombre d'initiés s'y sont perdus, en quête de sapience, en quête d'un chemin vers l'Agartha. Vous avez tous les droits rendez-vous avec Saïf. C'est le Néphilim grâce à qui vous êtes sortis de stase et vous découvrez le XXIe siècle, il y a maintenant quelques semaines. Bien que vous soyez tous les trois différents, voire très différents, vous sentez une connexion entre vous. Peut-être c'est cette réincarnation commune, ou une reconnaissance envers celui qui vous a libéré de stase. En tout cas, malgré vos réticences naturelles, vous avez appris à faire confiance à ce que les humains pourraient appeler instinct, que certains de vos frères parleraient plutôt de destinée. Et je vais vous demander à chacun de me décrire un peu votre personnage et ce que vous faites avant de vous rendre au rendez-vous. Wanli, si tu veux bien commencer. Donc oui, mon personnage s'appelle Quan Li, c'est une Ithrim, tout bonnement adoptée du pape, initiée à l'alchimie par Hermès, dit le 3 fois très grand, pour son adepte à la théologie, la philosophie et donc l'alchimie, souvent assimilée au dieu égyptien Thoth, dieu de l'écriture et de la connaissance. Et j'ai eu plusieurs incarnations, dont la première était donc la chute de l'Atlantide, où elle avait tenait le rôle de messagère. Elle tentait d'unir les humains au Néphilim, donc c'était la première entre guillemets porteuse d'espoir, porteuse de lumière. Par la suite, j'ai été réincarné pendant la chute de Troie, où j'ai officié en tant qu'artiste, chanteur, conteur également. Donc ce conflit qui opposait les Grecs aux Troyens, j'ai pu composer des strophes, avec pas mal de talent par rapport à ça. Également, j'ai appris pas mal de légendes sur l'histoire et les mythes du monde spirituel. Par la suite, j'ai été réincarné en XIIIe siècle, pour la période cathare, sous le règne de Philippe II, où j'ai officié en tant que troubadour. Chant, musique, capable de toucher le cœur de mon auditoire. Encore une fois, une véritable référence sur les légendes et les histoires épiques. J'étais plutôt doué dans le fait de flatter les puissants, attirer la sympathie des gens. Et finalement, pour ma dernière incarnation, j'ai participé, entre guillemets, au XIVe siècle en tant que monial, c'est-à-dire dans un cloître. J'ai eu plutôt une vie de contemplation et de silence. J'ai étudié beaucoup les textes sacrés. J'ai apaisé quelques âmes, tout en regardant malheureusement la chute et l'arrestation des Templiers de France sous l'ordre de Philippe le Bel en 1307. Et par la suite, l'exécution de Jacques le Mollet, donc le dernier grand maître qui a été brûlé justement dans cette belle ville de Paris. Et aujourd'hui, donc, j'ai pris comme simulacre Marthe d'Anjou. Marthe d'Anjou qui était travaillé au Louvre directement. Finalement, par la suite, se retirer et officier dans une petite boutique d'antiquité dans le premier arrondissement de Paris. Voilà un petit peu pour la présentation de Quan Li. Et qu'est-ce que en quelques mots, qu'est-ce que tu fais là avant de te rendre au rendez-vous? C'est rendez-vous sur le quai Voltaire, en bordure du 7e arrondissement. Alors, je pense avoir pris pas mal de temps pour explorer un petit peu cette nouvelle époque, voir un petit peu comment Paris a pu évoluer par rapport à mon passé justement au XIVe siècle, voir si les lieux toujours emblématiques, type par exemple Notre-Dame, est toujours là, et me repérer un petit peu, voilà, essayer de voir un peu, de récupérer, j'ai envie de dire, le temps passé, les siècles passés, pour voir l'évolution du monde pendant que j'étais entre guillemets absente. Très bien. Zalfrim ou Arcambo, comme vous voulez.
sombre dame. Alors moi, je vais incarner Zalfirm, donc un néolyme, un néphilim de l'air. Zalfirm, donc elle a eu de multiples vies. Elle a connu la chute de l'Atlantide, elle a connu Akhenaton, et un des épisodes de sa longue vie qui l'a marqué, c'est la chute des Cathars, le massacre des Cathars, qu'elle dirait par les Templiers. Cet épisode l'a énormément marquée. Elle s'est sentie impuissante face à tant de massacres. Elle a été marquée par toutes les vies qu'elle a essayé de sauver et qu'elle n'a pas pu. Et aujourd'hui, elle a gardé cette haine envers les Templiers, même si c'est quelqu'un qui cherche surtout à aider les autres, à les soigner. Son simulacre au XXIe siècle, c'est Clémence Dubois, une journaliste de la presse à sensation, toujours à l'affût du scoop, de la célébrité qui fréquente quelqu'un qui n'est pas son mari, etc. Paris est très utile pour ça. Et avant de se rendre au rendez-vous, eh bien, elle scrolle, elle regarde sur son smartphone, elle se tient, elle est un petit peu obnubilée par l'actualité et toutes ces informations, toute cette détresse dans le monde. On a accès à ces informations en quelques secondes, en quelques minutes, et ça l'inquiète, ça la perturbe un petit peu, mais elle se dit qu'il faut qu'elle apprenne à gérer tout ça dans cette nouvelle vie qu'elle a. Arcambo, qui es-tu? Alors, Arcombo est un Pyrim, un néphilim du feu, qui est assez sanguin, qui est un néphilim qui a vécu, comme ses camarades, il a vécu plusieurs incarnations, il a traversé la chute de l'Atlantide, il a vécu avec les premiers peuples, il a eu l'occasion de vivre à l'époque de Jésus-Christ, mais aussi de traverser la Renaissance. C'est un Pyrim qui est assez, on pourrait le croire un peu impulsif, mais en fait, avec le temps, il a appris à se détacher, à savoir analyser et prendre du recul. Et même si c'est un sanguin, il sait prendre les décisions pour agir avec stratégie et savoir user parfois de la négociation ou bien de la coercition quand il sent que la violence pure ne donnera pas les résultats escomptés. Donc Arcambo est quelqu'un d'assez loyal envers ses amis, il n'hésitera jamais à les aider, mais il a ce petit côté sanguin qui ressort souvent et assez horripilant puisqu'il est assez nombriliste et il parle souvent de lui. Mais ça fait partie du petit peps des Pyrimes, on va dire. Aujourd'hui, Arcambo est incarné dans un simulacre qui est une héritière un peu philanthropique. Et donc, il s'est rendu compte, quand il est sorti de sa stase, qu'il était bien réincarné quelque part dans une famille riche, et qu'il pouvait utiliser cette position, cette situation sociale pour mettre à profit d'abord les velléités de son simulacre envers les autres, puisque philanthropique veut dire, enfin, ce que ça veut dire, mais lui aussi, il a ses propres objectifs de Néphilim, et c'est une situation assez confortable d'avoir des ressources pour parvenir à ses objectifs. Et donc là, il est tout à fait reconnaissant en fait d'avoir été sorti de sa stase par son mentor, et il est assez pressé de retrouver ce dernier. Et il ne va pas tergiverser en fait à aller visiter à droite à gauche. C'est quelqu'un qui va assez souvent droit au but. Il a des objectifs, il sait où il va, et donc il se rend en fait sans embâche à ce rendez-vous. Très bien. Vous déambulez le long du quai Voltaire, en bordure du 7e arrondissement. Vous tournez dans la rue de Beaune.
Et au numéro 14, une discrète plaque qui indique la présence d'un antiquaire, Antoine de la Baccalaria. La boutique est réservée aux collectionneurs cooptés triés sur le volet. Le vieil antiquaire, c'est le simulacre de Saïf. Donc c'est un simulacre qu'il incarne depuis près de 5 décennies. Et plus jeune, sous la couverture de recherche archéologique, il a parcouru le monde en quête évidemment de sapiens en bon néphilim, mais aussi de stase pour libérer les frères enfermés. Donc suite à votre réincarnation, Saïf est devenu un peu une sorte de confident, une sorte de guide pour appréhender cette nouvelle époque. C'est une personnalité assez apaisante, rassurante, qui dégage une autorité naturelle. Même pour des définimes de caractère parfois très affirmés comme Quan Li ou Arcombo, qui ont un passé parfois même guerrier, on pourrait dire, Léoline, Saïf, lui, commande une forme de respect assez naturel. Et donc vous avez pris l'habitude, ces dernières semaines, de venir régulièrement dans sa boutique pour converser en énoquéen, la langue des Néphilim. Alors, vous êtes au numéro 14 de la rue de Beaune, et il y a un digicode. Mais cette fois-ci, la porte du numéro 14 est entrouverte. Vous pouvez même apercevoir la jolie cour arborée. Je vais pousser la porte dans ce cas-là. Si je sais pas si je suis le premier ou pas, enfin la première plutôt. Mais... Bon, après, vous me dites. Vous êtes regroupés sur le quai, vous avez déambulé ensemble. Après, si d'ailleurs Mais on arrive tous en même temps. vous avez alors. échangé quelques mots ou discuté sur le chemin, selon votre bon vouloir. Oui, on arrive en même temps. Je pense que c'est un peu plus simple. Et puis peut-être que, alors je sais pas, Quan Li, elle prend l'initiative directe. Moi, je suis interrogative sur le fait qu'il y ait quand même la porte soit déjà ouverte, alors que normalement il y a un digicode. Et j'ai bien cru comprendre que normalement ça servait justement à bien fermer les portes. Mais j'ai pas le temps de dire d'énoncer mon constat que Quan Li ait déjà pris les devants. Et je me dis bon, je la suis. Et donc dans la cour sur la gauche, il y a la porte de la boutique qui est normalement solidement verrouillée. Et là, en l'occurrence, elle est ouverte. Ça fait 2 fois, non la porte, elle devait être fermée. C'est bien à ça que sert un digicode. Et là, c'est ouvert. On devrait peut-être se méfier, non? C'est pas normal. Ça paraît étrange, à moins que nous soyons attendus, mais effectivement, oui, ça paraît étrange. Cette situation est inquiétante, mes amis. Hâtons-nous. Est-ce que sur la porte, il y a des marques d'effraction, comme quoi la porte a été forcée, par exemple, sur la grille? Non. Non, pas de trace d'effraction. Nous sommes peut-être tous les bienvenus. J'essaye de l'interpeller, avec son nom. Saïf? Saïf, c'est nous? Pas de réponse. Je rentre dans la boutique. Alors la boutique a de très très nombreux ouvrages. Et tu as aussi des antiquités diverses et variées, des porcelaines, des peintures, des bronzes. Tu as le bureau de Saïf qui est dans un coin de la boutique. Mais surtout, ce que tu vois, c'est qu'il y a des objets à terre, brisés, des traces de lutte. Et tu as un corps sur le sol, dont vous apercevez seulement les chaussures qui dépassent, derrière un des meubles de la boutique. Je me précipite vers le corps. Et il s'agit de l'assistant d'Antoine de la Baccalaria, un homme discret d'une 60aine d'années. Vous avez rencontré à 1 ou 2 reprises, Bernard Lacroix. Venez vite, venez voir. L'assistant est là, au sol. J'essaie de voir s'il est vivant. Il est mort. Tu vois 2 orifices, un dans la tête et un dans le cœur. Quand tu dis orifice, c'est calibre de balle, chose comme ça, ou c'est plus un Ouais, blanche ou... de balles, ouais. Ouais. Bah. Tir de en effet, d'arme à feu. Ok. Est-ce que dans la pièce, il y a une sortie ou un accès pour arriver à une autre pièce derrière? C'est juste une pièce. Non, t'as la grande pièce et t'as le bureau le bureau de Saïf qui est dans un coin, où il travaille, où là il a ses documents, qui est un petit peu en désordre. Tu vois qu'il y a une boîte sur le bureau qui est renversée avec des documents.
T'as une autre boîte qui est au pied d'un des pieds du bureau, qui est pareil, renversée, à moitié déballée d'un papier craft. Dans ce cas-là, n'ayant pas forcément beaucoup de considération pour la vie humaine, je vais enjamber le cadavre s'il faut et me diriger vers le desk, le petit bureau, pour voir un petit peu quels sont les papiers qui ont été étalés et fouiller un petit peu le bureau. Moi, je ferme les Euh, paupières d'un geste de la main sur le visage, quand même. Je suis peinée un peu quand même pour ce décès. Et après, je suis Quan Li. Ouais, pendant qu'il regarde le bureau, moi je me détache complètement aussi du corps qui est au sol et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé en examinant la scène. mhm. Euh, Donc, au niveau du bureau, en effet, une boîte d'archives renversée, où tu as des documents en diverses langues. Tu as des diagrammes à l'encre partiellement effacés, des choses qui ont l'air plutôt anciennes. Ce que tu remarques aussi au pied du bureau, c'est qu'il y a un bout de tissu déchiré. Ça ressemble à provenir peut-être d'une veste ou d'un blouson, quelque chose comme ça. Et la boîte renversée avec un papier craft qui devait l'emballer, tu vois que c'est une boîte en ébène renversée. Et à l'intérieur, tu as un objet métallique que je vais vous afficher. Donc, tu vois que l'objet, c'est un cryptex. Un cylindre avec trois disques gravés de symboles. Et il y a un ruban de papier qui est glissé autour, avec 3 mots. Qui sont? Alors, je vais vous dévoiler un document, un texte plutôt. Donc. Et tu as 3 mots. Tu as nigredo, albedo, rubedo. Ça signifie quelque chose pour nous, ça? Pour Arcambo et Zalfirm, oui, vous avez déjà entendu parler des notions d'alchimie. Pourquoi Nice, c'est sûrement beaucoup plus parlant. Qui est alchimiste je dirais à plein temps, si on peut dire. L'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre... Je sais pas ça. En effet, tu as tout de suite vu que c'était les mots latins qui correspondaient à noirceur, blancheur, rougissement, et en l'occurrence œuvre noire, œuvre blanc et œuvre rouge. Tu as différents symboles gravés sur chaque cylindre. Tu as un symbole qui te fait penser au mercure. Tu as l'argent, le soufre, un cygne, un crâne, une lune, un soleil, un corbeau, un serpent, une rose et un phénix. Autant que ça. D'accord. Oui. Et le document, tu vois comment différentes époques, 1796, 1840, 1943. Tu vois qu'à chaque fois qu'il y a une adresse et c'est signé ECA. Et notamment avec le petit lettre de 1943, tu as une publicité jaunie pour un cabaret parisien qui s'appelle le Monte Cristo. Sinon, Arcambo, tu navigues dans la pièce. Oui. Tu sens qu'il y a dû y avoir une lutte, en tout cas, voilà, quelque chose qui relève de l'affrontement. Mais il n'y a pas de trace sur la porte. A priori, la personne a pu rentrer sans forcer. Je profite que nous soyons que tous les trois pour observer la scène, la pièce avec mes yeux de Néphilim. Et voir s'il n'y aurait pas des traces d'énergie ou de magie, des vestiges de traces qui indiqueraient autre chose que ce qu'on peut voir. Tu notes des traces légères en cours de dissipation d'orichalque.
D'accord. Ok. Quand je reprends ma vision normale, je m'adresse à mes camarades. Il est clair que ce qui s'est passé ici n'a rien à voir avec un simple vol d'humains. Les armes qui ont été utilisées sont faites d'orichalque. Hmm. Vous savez comme moi ce que ça veut dire. Les Templiers. Des vieilles connaissances à toi, Zalfirm, a priori, non? Oui, de vieilles connaissances, oui. Rien ne désigne directement les Templiers, mais en tout cas des humains qui connaissent notre existence et nos points faibles. Hmm. Le cryptex, il y a trois... Il y a trois 3 cylindres, ouais. 3 cylindres, d'accord. Ouais, 3 cylindres, ouais. Je vais juste reprendre en fait les... ce que vous avez mis, c'est mercure, argent, soufre, signe. Et toi, Quenly, tu as trouvé quelque chose? Donc je te montre en fait cette boîte avec le cryptex. C'est assez surprenant en fait. Quand on regarde un petit peu, il y a quand même des traces. Il y a un signe justement, il y a pas mal de signes ésotériques qui sont dessus. Et justement, pendant que je suis en train de parler, j'essaie de faire tourner ce cryptex sur peut-être les trois phases du grand œuvre. C'est-à-dire, je vais prendre le corbeau pour l'œuvre noire, par exemple. Je vais prendre le cygne pour l'œuvre blanc et le phénix pour le rouge, peut-être. Voir si ça peut unlocker quelque chose. Et quand tu es en train de regarder ça, tu vois que d'ailleurs que tu as une sorte de loquet mécanique pour verrouiller les 3 cylindres une fois que tu as choisi la position. Et pendant que tu es en train de regarder ça, tu entendais une voix qui vient de la porte. Antoine, Antoine, vous êtes là? Et vous voyez une tête passer, une vieille dame, sûrement 76, pas loin peut-être de 80, même 75, 80 ans, qui est Antoine, vous êtes là? Ou peut-être Bernard? Je me dirige vers la porte pour l'empêcher d'entrer. Excusez-moi Oui, madame, mais bonjour. Antoine n'est pas là. La boutique est fermée pour le moment. Veuillez repasser plus tard. Mais vous êtes qui là? Nous Je sommes sais que des Bernard amis. doit être là. J'ai vu son scooter dans la cour. Bernard doit être Il là, est donc. occupé, madame. Il est très occupé. Nous avons des choses à ranger. La boutique n'est pas ouverte pour le moment. Vous serez gentil de repasser plus tard. Oui, mais je vous ai jamais vu, monsieur. Qui êtes-vous là? Antoine laisse pas rentrer n'importe qui normalement. Vous habitez le bâtiment, madame? Oui, tout à fait. Ça fait 40 ans que j'habite ici, monsieur. Ça le firme. Oui. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Vu de la congédier rapidement, on pourra peut-être lui demander s'il a vu quelque chose. Donc, c'est un petit peu étrange quand même. Moi, je sais pas si je vais pas appeler la police. Hein. C'est quand même un immeuble, voilà, bien tenu ici. Hein. On ne fait pas n'importe quoi. Hein. Donc, monsieur, laissez-moi voir Antoine. Je ne comprends pas. Il doit être là normalement. Et il y a le scooter de monsieur Bernard aussi. Donc, je ne comprends pas. Écoutez, madame, Laissez-moi passer. ils ne sont pas disponibles. Venez avec moi, je ferme la porte derrière moi pour éviter qu'elle rentre. Et comme ça, j'essaie de laisser un petit peu de temps en fait à mes camarades. Mhm. Mais justement, puisque vous habitez ici, là pour l'instant, Antoine, il n'est pas là, mais vous ne l'avez pas vu sortir par hasard, vous n'avez pas entendu du bruit là dernièrement ou des gens passer à la boutique? Non, attendez, non, j'ai entendu le scooter de Bernard ce matin, mais sinon, non, j'ai pas rien entendu de particulier. En tout cas, moi, je me suis levé à 8 heures et tout était très calme. Mais bon, quand même, vous êtes très poli, mais ça m'inquiète un petit peu tout de même. Il avait dit que je pouvais passer le voir. Il devait être là aujourd'hui, Oui, monsieur mais il a eu une Antoine. urgence, madame. Il a eu une urgence, il a dû s'absenter. Hmm. Bon, très bien.
Ça m'inquiète quand même, ça m'inquiète. Tu vois qu'elle se retourne et elle marmonne un peu dans sa barbe. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est quelqu'un de très, très routinier, Antoine. Très routinier. C'est pas normal. Elle remonte les escaliers tranquillement. Je retourne dans la boutique. Je pense qu'il va pas falloir qu'on traîne de trop ici. Cette femme risque d'appeler Oui, la police. vous avez raison, mais ce que je comprends pas, c'est il y a quand même une personne, enfin une entité, qui a tué cet homme, mais qui a laissé ce cylindre. Alors, est-ce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait ou est-ce qu'il a cru prendre quelque chose et c'était pas ça? Et je comprends pas en fait. Peut-être qu'il est parti parce qu'elle était dérangée. Ouais, ouais. Donc prenons ce cylindre. Peut-être que ce qu'il cherchait, c'était Antoine. Et qu'il a tout simplement été enlevé. Oui, mais pourquoi la boîte a été renversée sur la table? Un message de sa fille. Oui, avant d'être kidnappé. Tu avais dit qu'en fait il y avait un morceau de tissu qui était déchiré, c'est ça? Ouais. Je vais regarder à Oui. quoi ça correspond. Si c'est, enfin, s'il y a des coloris spécifiques, si c'est identifiable, est-ce qu'il y a des couleurs particulières ou... C'est une veste, comment dire, c'est une veste de rando, un peu un coton tressé assez épais, un truc un peu costaud, un marron beige assez quelconque, mais voilà, plutôt un truc. Tu t'imagines quelqu'un, plutôt un baroudeur ou quelqu'un qui a un métier peut-être actif pour porter ce genre de tenue. Et il y avait deux boîtes, hein, une au sol, enfin deux T'as côtés. la boîte avec les papiers Ouais. où tu retrouves voilà, différents documents a priori assez anciens, donc certains qui sont signés de la même personne, enfin, quelqu'un s'appelle Eka, Eka. et de différentes époques, dont le dernier, tu vois, de 43 avec une publicité là pour un cabaret, le Monte Cristo, qui est du côté de Pigalle, d'après l'adresse que tu lis sur le document. Eka, ça m'évoque quelque chose. Non. Si tu refeuillettes d'ailleurs dans le document, tu vois qu'il y a une lettre qui est en langue ancienne française. Quelque chose que tu peux a priori lire d'après tes vécus. Ça dit que si tu la en mets je dirais en langue plus moderne, ce serait: Mon cher Médéric, je ne comprends pas pourquoi vous prenez tant de risques. Soigner et user de ce pouvoir n'ont jamais fait partie de nos préceptes. Je vous le garantis, vous en paierez le prix. Le bâton ne se laissera pas berner par les oripeaux de la religion. Et c'est signé Frodulf. Je partage l'information avec Arcambo et les Alphiens. Est-ce que ça dit quelque chose quand il parle du bâton? Parce que moi, quand j'étais auprès d'Akhenaton, lors de la naissance de l'arcane du bâton... Vous savez tous que le bâton, c'est le nom d'arcane mineur qui correspond aux Templiers. D'accord. C'est bien ce que je craignais. Bon. Quand tu as, si tu étais toujours avec le cryptex aussi, et que tu as enclenché le mécanisme, j'ai entendu des petits engrenages tourner et ça fait clic. Et t'as la goupille au bout qui peut se retirer. Tu vois que tu peux la déboîter. Donc la combinaison était bonne en fait. La combinaison était bonne en effet. Je vais retirer donc ça. Je pense que c'est un papier qui est à l'intérieur qui doit être roulé un petit peu, c'est ça? Ouais, en effet, tu as un papier à l'intérieur que je vais vous montrer d'ailleurs. Si tu veux bien le lire. Saïf, il est temps. De la Dame de l'air aux eaux de l'Arsenal, des flammes des fours à chaud aux quatre qui portent le monde sur leurs épaules. À la croisée, tu trouveras l'hospitalier, sous le signe de l'épée et le regard du faucon. À l'ombre du plus ancien, la rivière de bronze te mènera à moi. Eka. C'est le fameux Eka que tu évoquais tout à l'heure.
dans les registres. Tout à fait. Ça doit être un des nôtres. De la Dame de l'air aux eaux de l'Arsenal, des flammes du four, chaud. 4. Qui porte le monde sur nos épaules. Est-ce que ce texte peut m'évoquer quelque chose? La croisée, tu trouveras l'hospitalier. L'hospitalier, sous le signe de l'épée et le regard du faucon. Les anciens. Ce que tu peux noter, c'est que de manière assez flagrante, on va dire, dans la première phrase, il évoque les éléments. Il y a 4 éléments, il y a 3 éléments en fait. Il y a l'air. Il évoque 3 éléments. Il y a l'eau. L'air, l'eau, le feu, ouais. Il manque la terre en fait. Bah, sauf si Après, c'est il y a le monde, mais... et le monde, ouais. Mm. Et donc, alors croisé, tu trouveras l'hospitalier. C'est proche en fait des Templiers, Zalfir, mais c'est plutôt en fait sur le corps médical, on va dire. Oui. Le regard du faucon, je vois pas ce que ça peut être. Est-ce que ça signifierait Ça- pas à des endroits dans Paris peut-être? Ça indique une destination. J'ai l'impression que la Dame de l'air reliée aux eaux de l'Arsenal, ça fait un trait, et les flammes des fours reliées aux 4 qui portent le monde, ça fait un deuxième trait, et que la croisée serait le point d'intersection où on peut trouver le signe de l'épée, enfin l'épée et le faucon, mais il faut trouver ça sur un plan de Paris. Étant donné que j'ai vécu pas mal de temps sur Paris, en tant que monial, et même au temps des Templiers, est-ce que je pourrais faire l'analogie, entre guillemets, avec la première phrase et des monuments parisiens, des statues par exemple, ou des tableaux, qui pourraient se rapporter à ça? À l'époque que tu as vécu, ça ne te dit rien. Enfin, ces descriptions ne t'indiquent rien. Mais après, tu peux, si tu as un de tes vécus qui te semble approprié pour peut-être faire remonter des souvenirs, d'ailleurs qui peuvent être des choses contemporaines, hein, puisque vous avez aussi un vécu contemporain. Vous pouvez me faire un test connaissances de sur vécu. la Renaissance, ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'ai vécu à la Renaissance, donc Paris commençait un petit peu à grandir à la Renaissance. Est-ce que ça peut pas jouer? Certes. Et de mon côté, j'étais conservatrice au Louvre Après, pendant pas mal de temps. Ouais. De mon côté, je pense que j'ai 2 vécus qui peuvent aider. La première étant la chute du temple, donc qui s'est quand même passé au cœur de Paris. Donc je dois avoir en tout cas officié dans les monastères et dans les églises et les cathédrales parisiennes. Et la deuxième avec mon simulacre actuel qui officiait au Louvre en tant que conservatrice. J'ai dû participer justement à pas mal d'événements, de galas, côtoyer sûrement des architectes, en rapport justement avec Paris. Peut-être également des peintres qui pourraient peut-être justement me faire penser à des monuments parisiens, ou en tout cas peut-être une allégorie sur, encore une fois, sur des lieux spécifiques sur la capitale. En effet. Fais-moi un test de vécu contemporain. Si je prends le KR par exemple, et le vécu contemporain, par contre je l'ai pas le dernier. Enfin j'ai juste la partie moniale qui est à 4. Mais le dernier vécu... Ah oui, c'est vrai que j'ai donné pour tes camarades. La conservatrice, elle avait 5, je crois. 5. En degrés. Donc 50%, et je rajoute donc le KR, c'est ça? À 4. En fait, c'est selon l'approche que tu veux. Faut que tu décrives l'approche que tu veux prendre, qui se justifie en fait, parce que chaque élément a en effet une typologie d'approche.
Quand tu prends le café, c'est quelque chose de très tu vois, agressif, rentre dedans. Non, là en fait c'est vraiment La terre, sur c'est plutôt la. l'encaisser. L'air c'est plus la réflexion a priori. Donc C'est encore une ça, fois ouais, j'essaie exactement, ouais. de me souvenir par rapport. Alors pas forcément très très loin parce que le simulacre que j'ai au jour d'aujourd'hui a Mhm. quitté le Louvre, mais depuis, enfin de façon très récente, hein. Donc ces connaissances, en tout cas, je dois les avoir. En tout cas, la partie contact au jour d'aujourd'hui. Par contre, pour le vécu monacal, oui, ça remonte 14e. Donc là, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, j'ai essayé de fouiller dans ma mémoire. Peut-être des expériences passées. En tant que moine, j'ai dû, à mon avis, circuler dans Paris, être amené à voir différents types de monuments. Donc c'est plus cette approche-là que je vais prendre, plus l'aspect réflexion et introspection pour retrouver des idées, en tout cas, ou peut-être des flashs, voilà, des lieux parisiens, ce qui pourrait me faire écho, ou peut-être que ce que j'ai pu lire dans les textes sacrés en étant monial. Mhm. Alors que vous réfléchissez comme ça, vous échangez, vous entendez des pneus qui crissent dans la rue. Il y a une deuxième série de pneus qui crissent dans la rue. Puis des pas dans la cour. Je glisse le cryptex et le texte dans ma poche. La Il y a une police. autre sortie. Oui, il y a une autre sortie à part la sortie principale par laquelle on est entré. Il y a une autre porte ou pas? Non, Non. il a dit que non. T'entends frapper à la porte. Ben, Police, ouvrez! Police! Euh, Police, ouvrez! ce qu'on peut faire. Il n'y a aucune sortie possible, pas de fenêtre, pas de. Absolument rien. Non, non. Là pour le coup, il a fermé complètement la pièce. En fait, c'est une pièce aveugle qu'il voulait sécuriser justement. euh, Dernière fois, ensuite on défonce la porte. Allez-y, sortez, ne faites pas d'histoire. ok. La fumée noire qui fait partie du personnage, la brume noire, elle enveloppe une grande surface. 10 mètres de diamètre, portée 50 mètres. Et ça dure 10 minutes. Et on est affecté, nous, par ça? Oui, sauf que tu vois, tu sais comment ça fonctionne et tu peux retenir ta respiration. D'accord. C'est long à lancer? Non, c'est instantané. Oh, ça dure 2 minutes, pardon, je me suis emballé. C'est 10 mètres, 2 minutes. Et on voit combien ils sont, les policiers, à travers la vitre? Non, Ou tu on sais voit pas. pas? Tu sais qu'il y a 2 voitures qui sont arrivées. D'accord, ok. Et là, tu entends, il commence à faire. C'est une porte renforcée, sécurisée, donc. Mais tu vois, t'entends un coup assez violent dans la porte. Un deuxième. Une idée? Non, à part passer à l'action. S'ils sont beaucoup, ça va être compliqué. Mais De toute façon, on n'a rien fait. certes. Ouais, mais ils vont nous Troisième embarquer coup. comme principal suspect. Moi, j'ai rien pour me battre. Hein. Tu vois que la porte commence à se dégonguer. Encore, tu estimes peut-être 2 coups et risque de pouvoir franchir la porte. Je peux les embrumer, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas combien ils sont. Je regarde rapidement dans la pièce. Est-ce que derrière les armoires qu'on voit dans la pièce, il n'y a pas un passage derrière, il n'y a pas quelque chose de dérobé? Au pire, tu as une réserve. Tu sais il avait une petite réserve, un sorte de placard, Ouais. mais On rentre à combien pas dedans? plus, quoi. On rentre à combien? Tu mets 4-5 personnes. Si tu passes les gens comme ça, tu vois, c'est une sorte de placard, quoi. C'est reculer pour mieux sauter. C'est... Moi, la brume, ça me semblait pas mal. Hein. Ça me permet de passer par l'effet de surprise. Là, tu penses qu'ils vont entrer dans 10 secondes. Je lance la brume noire. Allez, la 9. bombe, c'est parti.
la brume noire. Ah. Et si j'y arrive et si j'y parviens, je les regarde en leur disant retenez votre respiration. Ok. Tu te souviens comment le lancer? Pas du tout. Tu prends ton art occulte de basse magie, Oui, tu ajoutes le K-élément qui correspond à la formule, donc la valeur de ton K-élément qui correspond à la formule, d'accord. Ok. et tu retires le degré du sort. Ok. Tu arrives à un chiffre et il faut que tu fasses avec un D100 inférieur ou égal à cette valeur multipliée par 10. D'accord. Donc je lance un dessin. Et si je ne m'abuse, il faut que je fasse en dessous de 60. Donc, c'est parti. Alors, si jamais je fais un échec, il se passe quoi? Le sort ne se lance pas, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc c'est un échec. Bon. Donc, j'ai pas vu, vous j'ai voyez que perdu. j'essaye de lancer de la magie, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, ouais, en effet, ça ne fonctionne pas. Et je suis un peu à preuve de mauvaise foi. Décidément, ce simulacre n'est vraiment bon à rien. Hmm. Moi, Et je donc la police débarque, tu vois 4 agents, l'arme au poing. Ne bougez pas! Ne bougez pas!